Donc, quand Yann Batins a eu la très grande gentillesse de m'inviter ici pour parler, j'ai proposé de parler du roman d'aventure dans l'entre-deux-guerres, et puis je me suis rapidement rendu compte que finalement appréhender un genre de fiction, un genre populaire, à une époque donnée, était un exercice qui n'était pas si évident qu'on pouvait le penser. Pourquoi? Parce que finalement, quand on appréhende en général un genre, c'est ce qu'on fait, hein, on va faire un livre sur le roman d'aventure, sur le roman policier, on s'appuie généralement sur des définitions transcendantes. C'est le choix traditionnel qui est proposé, le plus évident. Dans le cas du roman d'aventure, on définira a priori le genre, par exemple, comme un type de récit proposant des aventures. On ajoutera que ces aventures sont dangereuses, qu'elles sont violentes, etc. On insistera sur un certain nombre de traits, comme l'exotisme, et puis on raffinera plus ou moins, exotisme géographique, historique, social, etc. Quelle que soit la définition, elle aura pour fonction de délimiter un corpus d'œuvres qui seront qualifiées de romans d'aventure. On évoquera par exemple les romans des grands auteurs de romans d'aventure pour les Français, Joseph Kessel, Pierre Macorlan, Pierre Benoît, etc. Généralement, l'approche s'apparentera donc à une forme de panthéonisation, et de panthéonisation par la marge en un sens, puisque seront exclus du champ analytique, et dans les livres c'est comme ça que ça se passe en général, seront exclus du champ analytique les romans qui se définissent le plus explicitement comme des romans d'aventure, dans notre cas, c'est-à-dire les fascicules populaires, les romans publiés dans des petites collections de genre, des petits livres qui sont souvent des petits livres sans auteur d'ailleurs. On connaît d'ailleurs très bien, hein, toute personne qui a étudié un petit peu l'histoire littéraire connaît cette tendance qu'a l'histoire littéraire de se fonder sur un modèle qui a pu être qualifié parfois d'axiologique, au sens où c'est la situation présente, notre situation à nous, contemporaine, qui élabore un corpus de texte en fonction de la mémoire et des valeurs que notre époque définit comme importantes par rapport à ce corpus, à cet ensemble de productions passées. Ce qu'on décrit en un sens, ce sont les auteurs qui ont survécu, et qui sont généralement, il faut bien le reconnaître, les auteurs les plus intéressants. C'est à partir de ces auteurs qu'on interprète le genre, ses enjeux, les discours qu'il produit, etc. Or, il me semble que face à un genre populaire, face à la production d'un genre populaire, d'un genre médiatique, d'un genre... on n'a pas vraiment de nom hein, pour définir ces genres, mais c'est ces genres dont on parle couramment quand on parle de quel genre de film, quel genre de livre, etc. Face à un genre populaire, on ne peut pas procéder tout à fait de cette façon. En effet, la caractéristique d'un récit de genre, c'est de se référer à un architexte, l'architecte du genre, et donc, ou à des architectes, c'est compliqué, et donc d'orienter la communication dans cette perspective du genre, de l'architecte. Autrement dit, une œuvre de genre repose sur une définition implicite, relayée de façon plus ou moins claire par un réseau intertextuel d'œuvres qui rendent concret cet architecte. Bien sûr, une œuvre peut être rapportée à un genre sans que l'auteur y ait songé. C'est ce que Jean-Marie Schaeffer appelle la généricité lectoriale. Mais même dans ce cas, le lecteur, qu'il s'agisse d'un autre écrivain, d'un éditeur, d'un critique ou de n'importe qui, le lecteur qui rapproche l'œuvre du genre le fait suivant une définition implicite ou explicite. Enfin, hors de toute vérité, le genre vise à constituer une catégorie permettant de rassembler des êtres de langage, des textes que sa définition est loin d'épuiser. Cette définition est le produit des discours de tous les acteurs du champ culturel, c'est-à-dire non seulement des auteurs, des éditeurs, des critiques, des universitaires, pourquoi pas, mais en réalité de tout le monde, n'importe qui. Tout le monde participe aux définitions des genres de façon plus ou moins efficace. Ces multiples acteurs sont chacun caractérisés par une connaissance partielle du genre et une position partiale face au genre. Ils n'ont connaissance que de certaines œuvres et de certains discours, ont des préférences, et leur définition est le résultat de cette position qui est la leur. C'est un petit peu long hein, pour revenir au roman d'aventure dans l'entre-deux-guerres, mais vous allez voir pourquoi je fais cette longue introduction. Dès lors, il existe à tout moment d'importantes variations définitionnelles. On en arrive à ce qui m'intéresse. D'importantes définitions définitionnelles. Et du même coup, des œuvres appartenant au même genre peuvent ne pas avoir grand-chose en commun entre elles. Et très souvent, quand on étudie un genre populaire, on est toujours frappé par le fait que
finalement, on n'arrive pas très bien à savoir ce qui appartient à ce qui n'appartient pas au genre. On retrouve là, évidemment, les théories de Ludwig Wittgenstein sur la ressemblance de famille, ce qu'on appelait aussi l'ère de famille. Ce qu'on appelle un genre renvoie moins à une définition transcendante à valeur absolue qu'à une série de définitions proches produisant une ressemblance de famille entre les différentes œuvres, sans qu'un noyau définitionnel n'épuise l'appréhension du genre. Les conséquences de ces remarques générales que je viens de faire, c'est qu'à une époque donnée, dans notre cas, les années 1920-1930, les œuvres qu'on rassemble comme des romans d'aventure varient suivant la définition du genre qu'on propose. Il n'empêche que la référence au roman d'aventure est extrêmement fréquente dans l'entre-deux-guerres. Non seulement d'ailleurs dans le domaine des productions délégitimées, les petites collections populaires, les collections pour la jeunesse, etc., mais aussi dans certains milieux littéraires légitimés, on le verra. J'en déduis que la notion de roman d'aventure est culturellement importante, mais théoriquement variable et contradictoire. Ce que je voudrais donc proposer ici, c'est une approche du roman d'aventure dans les années 1920-1930 qui tenterait de mettre en évidence ces variations, ces contradictions, bref, de penser le genre en situation discursive. Dans l'entre-deux-guerres, le roman d'aventure est l'un des genres les plus importants, peut-être le plus important, au moins quantitativement. Dans le domaine des collections les plus populaires, c'est avec la littérature sentimentale, en réalité, le seul genre à être identifié par un si grand nombre de collections dédiées. Il y a un autre domaine qui est identifié par des collections dédiées, c'est les ciné-romans, mais qui correspond moins à un genre qu'à un mode de transposition. Les principaux éditeurs populaires, Talandier, Ferranzi, Offenstadt, les éditions modernes, ont tous plusieurs collections d'aventures dans leur catalogue. On compte chez ces différents éditeurs populaires des dizaines de collections, peut-être 100 en tout sur 20 ans. Dans ces collections, les romans sont souvent publiés à un rythme bimensuel, ce qui correspond à plusieurs centaines de titres par an, se décrivant explicitement comme des romans d'aventure, pour le seul domaine des collections populaires, ou ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des collections très populaires, parce que ce qu'on décrit généralement en parlant de l'entre-deux-guerres comme des collections populaires ne sont pas ces collections-là, mais des collections qui avaient un statut tout à fait différent, mais j'y reviendrai. Dans les autres collections pour la jeunesse, Hachette, Larousse, Delagrave, toutes les collections de livres de prix, etc., l'essentiel des publications à destination des garçons sont des romans d'aventure. Les éditeurs légitimés ou semi-légitimés, Hachette ici encore, Plomb, Gallimard dans certaines collections, donc ces éditeurs ont des collections, ça c'est ce que j'appelle les éditeurs semi-légitimés. Vous voyez que j'y mets le masque, qui à mon sens, par ses réseaux de distribution, par ses prix, etc., n'appartient pas au même domaine de légitimité que les autres collections. Ces éditeurs possèdent tous des collections de romans d'aventure explicitement données comme ça. Alors vous allez me dire, les meilleurs romans étrangers n'est pas une collection d'aventure, mais en fait, à cette époque, elle devient uniquement une collection de romans d'aventure. Elle cesse d'être une collection de traduction pour devenir une collection de romans d'aventure. Elle va être absorbée par la bibliothèque verte par la suite. Donc tous ont des collections de romans d'aventure. Enfin, toute une série d'auteurs publiés hors collection de genre, Macorlan, Pierre Benoît, Maurice de Cobra, sont présentés par la critique et par les publicités comme des auteurs de romans d'aventure. Je vous donne 3 exemples, 2 exemples de textes les présentant les auteurs comme des auteurs de romans d'aventure et une publicité décrivant Mon cœur au ralenti de Maurice de Cobra comme un roman d'aventure. En outre, le roman d'aventure est aussi au cœur des discours de l'époque. Les critiques les plus importants s'intéressent au genre, à l'instar de Jacques Rivière, dans son fameux essai de 1913 sur le roman d'aventure, d'Albert Thibaudet, dans son non moins célèbre article Le roman de l'aventure, 1922, je citerai plus tard Macorlan, etc. Plus généralement, l'expression roman d'aventure est constamment employée par tous les médias, par toute la critique, pour commenter un événement, ou pour parler d'un film ou d'une pièce de théâtre. Et un exemple amusant, c'est pas le meilleur, en fait il y en a beaucoup quand on parle d'un film en disant c'est un véritable roman d'aventure, mais ici c'est une collection de films qui s'appelait Les grands romans d'aventure. Ainsi, même hors du système de la critique de fiction, le terme s'emploie comme doublon synonymique d'autres expressions à valeur générale, roman feuilleton ou à l'époque ciné-roman. C'est du roman feuilleton, c'est du ciné-roman, c'est du roman d'aventure. On l'emploie pour parler d'un récit extraordinaire ou alors d'un récit peu crédible.
récit échevelé. Récit échevelé qui peut d'ailleurs être un récit authentique. Aujourd'hui encore, on emploie c'est du roman d'aventure en parlant d'une série d'événements. À l'époque, c'est une expression extrêmement courante. De tels emplois du terme montrent l'importance du genre dans les représentations de l'époque, bien au-delà du genre, bien au-delà des œuvres, des productions de fiction. On a pu donner toute une série d'explications à cette fascination pour l'aventure à l'époque. C'est Sylvain Wemer qui a travaillé dessus dans son livre très, très important, La gloire de l'aventure. L'entre-deux-guerres célèbre une véritable mystique de l'aventure fondée sur l'accomplissement de soi, le refus de l'ordre bourgeois, la valorisation des vertus viriles, etc. La montée en puissance des nouveaux médias, en multipliant les images des espaces exotiques via films et documentaires, a en outre augmenté la familiarité avec les confins. En même temps que ces confins dont on parle constamment, n'ayant pour la population qui voyage encore peu, essentiellement qu'une existence médiatique, continue de nourrir l'imagination de façon très forte. Les discours triomphalistes sur le colonialisme dans la presse, le travail de l'enseignement de la même façon pour présenter les colonies, les allocutions des hommes politiques, les expositions universelles triomphalistes participent de cette rêverie sur les confins propres à nourrir l'aventure. Enfin, l'importance des tensions européennes en des temps de paix fragile explique sans doute la pérennité de la valorisation des vertus guerrières, des imaginaires bellicistes et souvent patriotiques qui nourrissent aussi l'imagination de l'aventure. Alors, tout comme il existe une gloire de l'aventure, à laquelle le genre serait lié, le poids du roman d'aventure dans les productions littéraires de l'entre-deux-guerres peut s'expliquer par une généalogie longue sur laquelle je vais passer très rapidement, dans la mesure où le genre connaît une montée en puissance continue depuis les années 1860. Je passe rapidement dessus, mais je rappellerai que l'expression roman d'aventure, qui naît en France dans les années 60, va servir à décrire toute une série de romans feuilletons mouvementés, avec une préférence pour le roman colonial, et va assez rapidement, et ça c'est important, c'est important pour notre période, se spécialiser dans les productions pour la jeunesse, avec Jules Verne et quelques épigones, Bousnard, Paul Divois, l'italien Emilio Salgari, énormément traduit en France. Dès lors, la notion de roman d'aventure va être employée au tournant du siècle, c'est cet élément qui est important pour nous, d'une double façon, descriptive et connotative. En termes descriptifs, il s'agira de décrire tout récit mouvementé, y compris d'ailleurs des récits médiévaux, des récits picaresques, etc. Mais d'une façon plus connotée, il s'agira de renvoyer à un roman peu crédible, misant beaucoup sur les effets, et dans beaucoup de textes on va bien misant trop sur les effets. Bref, un roman rappelant le feuilleton ou la littérature de jeunesse. Le premier point, donc, c'est cet héritage historique sur lequel je suis passé très rapidement, mais ce n'est pas le sujet. Je voudrais ajouter deux traits qui expliquent l'importance du roman d'aventure dans l'entre-deux-guerres et sa spécificité. Le premier trait est éditorial, et en fait, c'est une des révolutions les plus importantes quand on s'intéresse à la littérature populaire. Je vais commencer par ce point éditorial, le deuxième est médiatique, évidemment. Dans le domaine de l'édition populaire, il y a une rupture majeure, qui est, à mon avis, la rupture la plus importante sur un siècle, depuis le roman feuilleton, et peut-être depuis Internet en aval. C'est cet événement qui se produit juste avant la Première Guerre mondiale, et qui est le basculement dans une logique de la logique de publication des œuvres, qui abandonne comme forme majeure le feuilleton, même si elles continueront à être massivement publiées en feuilleton, pour basculer dans une logique de collection et de volume. On publie en collection et en volume désormais la littérature populaire. Or, un tel basculement altère radicalement tout l'écosystème de l'édition populaire, et à mon avis, ça explique la rupture qu'il y a dans notre imaginaire par rapport à la littérature populaire du XIXe siècle. Et ça va évidemment affecter l'appréhension de la littérature dans le genre. Avant ce basculement, représenté par Fayard, par le livre populaire, le feuilleton impose une forme ouverte, une structure épisodique, qui entraîne une imprécision générique produisant des effets de mixité. Certains feuilletons commencent du même coup comme des romans criminels, se prolongent en romans d'aventure géographique et s'achèvent, pour reprendre une terminologie de l'époque, en récit de la victime ou de l'erreur judiciaire, avec un procès et beaucoup de larmes lorsque la personne est innocentée. Le sous-titre roman d'aventure au XIXe siècle fournit surtout une dominante du récit sans le fixer dans un genre.
Avec l'avènement du volume, à partir donc des années 1910, mais en fait de façon massive, on va le voir dans les années 1920 justement, le genre va rapidement s'imposer comme trait définitoire majeur des productions populaires, trait définissant la nature de la production, de l'écriture, et la nature de la réception, ce qui n'était pas au XIXe siècle en réalité. Dans l'entre-deux-guerres, la plupart des collections populaires sont identifiées génériquement. Du même coup, elles objectivent les logiques architectuelles, les caractéristiques des genres, elles figent les œuvres dans un genre, et elles conduisent les auteurs à écrire pour un genre, et les lecteurs à lire avec des attentes génériques et un mode de déchiffrement du texte associé aux contraintes du genre. Et ça, c'est fondamental comme rupture. Et c'est encore, on vit encore l'héritage de cette rupture. Un autre élément va accroître cette tendance, c'est-à-dire dans le genre. Dans l'entre-deux-guerres, évidemment, c'est le développement qui se déroule en réalité dans les premières décennies du XXe siècle, le développement du cinéma comme média narratif majeur. Hein. Vous connaissez les thèses de Gaudreau qui montrent comment le cinéma est devenu un média narratif. Le cinéma a un trait qui me paraît important et qui me paraît significatif, c'est qu'il partage bien des catégories génériques avec la littérature d'aventure. On parle aussi bien de cinéma d'aventure que de roman d'aventure, ou de grands romans cinéma d'aventure et de mystère. Le deuxième trait générique. Et ici, j'ai remis les grands romans d'aventure pour qualifier un film. Au point, par exemple, que plusieurs collections romanesques d'aventure sont évidemment des collections de ciné-romans. Les films dramatiques et d'aventure et les grandes aventures au cinéma. Ce qui est intéressant, c'est que en réalité, ce que ça montre, selon moi, c'est ce moment où les genres vont se figer. Auparavant, les genres sont beaucoup plus fluides, et d'un seul coup, ça se fige. C'est au moment où apparaissent de nouveaux médias. Et selon moi, ça vient de ce que l'apparition du genre comme approche, comme objet structurant la communication, tiendrait peut-être du souhait du public de disposer de catégories de classification transmédiatique. Les genres correspondraient aussi à des outils de classement transmédiatique. On peut parler à propos d'un récit d'aventure, aussi bien à propos d'un film, mais plus tard d'une dramatique radiophonique ou d'une bande dessinée. Les genres seraient donc des genres, c'est pour ça que j'avais employé l'expression genre médiatique, voire genre transmédiatique. C'est ce dont témoignent d'ailleurs les couvertures des collections d'aventures des années 20 et 30, dont la codification picturale est directement empruntée au modèle cinématographique. Non seulement dans les costumes et dans l'apparence du cow-boy en haut à droite, qui est un cow-boy qui ressemble étonnamment à Buck Jones ou à un autre cow-boy de l'époque, mais aussi dans les prises de vue, mettant en scène la subjectivité, le hors-champ, etc. Et définissant le genre à partir d'éléments picturaux empruntés au cinéma. La dimension médiatique du genre est fondamentale pour comprendre le caractère à la fois vague et fétichisé de l'appréhension du roman d'aventure dans l'entre-deux-guerres. Le vague des définitions tient évidemment à la variété des modes d'expression. On peut parler donc d'aventure, on identifie de l'aventure aussi bien dans un récit en image, dans une illustration, dans un roman, etc. Une telle variété des modes d'expression ne permet pas de définir le genre ou ne permet de le définir que de façon très large et essentiellement thématique. Puisque les traits stylistiques proprement dit sont propres à chaque média. Du même coup, la dimension thématique du genre, quand on l'appréhende de façon transmédiatique, va s'exprimer à travers un vocabulaire fétichisé, réduisant le genre à une série d'images et de caractéristiques identifiables. Ces images fétiches, ces scènes à faire, combat dans la jungle, bêtes sauvages, personnages suspendus au bord du vide, etc., donnent une matérialité aux architectes en articulant, en cristallisant certains traits saillants, compensant les variations et le vague définitionnel. Le cinéma va en outre affecter le genre en imposant ses codes visuels et du même coup en transformant l'écriture du genre. Dans les romans populaires de l'entre-deux-guerres, on décrit beaucoup moins qu'auparavant, parce que le cinéma a déjà rendu ce monde familier. Et les univers de fiction sont des univers de fiction empruntés au cinéma. Le cas le plus connu est celui d'Albert Bonneau, qui décrit des décors qui sont des décors cinématographiques,
Albert Renaud, qui était d'ailleurs le plus grand auteur de romans western, enfin le plus important en nombre, auteur de romans western en France, et qui était critique cinématographique auparavant. Voilà. La montée en puissance, tiens, la montée en puissance du western dans la littérature de l'entre-deux-guerres, à mon avis, est une illustration de cet imaginaire médiatique et cinématographique associé au genre. Alors, voilà une mise en situation rapide, et de cette mise en situation rapide, on peut tirer un certain nombre de constats. D'abord, on voit que dans l'entre-deux-guerres, le roman d'aventure apparaît, donc, comme je l'ai dit déjà, comme un élément clé dans un imaginaire plus large, articulant aventure, exotique, imaginaire et discours coloniaux, imaginaire et discours nationalistes, valorisation des vertus viriles et de l'action, etc. Au sein de cet ensemble discursif très large, on peut repérer dans toute une série de discours politiques, médiatiques, éducatifs, satiriques, cinématographiques, romanesques, etc. Au sein de tous ces discours, le roman d'aventure forme un massif textuel majeur, central pour unifier les représentations de l'époque. On peut penser que cet imaginaire, convoqué par une partie importante des productions culturelles et sociales, joue à l'époque le rôle que Northrop Frye attribue au romance, cette version profane des mythes, suivant Northrop Frye. Le roman d'aventure, en racontant de façon fictive et définie par une série de thèmes et de motifs identifiables, en rassemblant toute une série de discours à travers des récits, on pourrait penser, donc, selon les thèses de Northrop Frye sur le romance, que le roman d'aventure donnerait une forme satisfaisante aux représentations collectives à travers un réseau de stéréotypes. Il structurerait le monde et les discours en un ensemble de récits et d'oppositions actentielles lisibles. La forme du roman d'aventure ressaisirait alors les imaginaires et les discours du temps. L'ambiguïté des récits d'aventure, sur laquelle je reviendrai peut-être, tiendrait alors à ce caractère collectif des imaginaires architectuels et à leur faculté de combiner des positions dissemblables dans le champ discursif et qui expliqueraient donc les contradictions que charrieraient les récits. Production collective, le genre assimilerait des discours contradictoires. Pardonnez-moi, je vais tousser de temps en temps parce que je suis un petit peu malade. Donc assimilerait des discours contradictoires et on aurait toute une série de reconfigurations d'une œuvre à l'autre par rapport à ces discours hégémoniques du temps. C'est ce qui expliquerait les tensions dans les œuvres entre, par exemple, individualisme et discours patriotique, conservatisme et fantasme anti-bourgeois, voire anarchisant parfois, fascination pour les imaginaires barbares ou primitifs, selon le vocabulaire de l'époque, et l'affirmation d'un ordre et d'une supériorité de la civilisation, le goût pour la norme, l'affirmation d'une norme au terme du récit et la mise en scène constante de transgression, etc. Suivant une dynamique qui a été repérée par Stuart Hall et par les Cultural Studies, tandis que la superstructure, reflétant généralement les discours dominants, assurerait la pérennité des postures hégémoniques, elle laisserait néanmoins une place dans le jeu des péripéties, dans les rapports entre les personnages et dans les thématiques secondaires, elle laisserait une place aux positions divergentes, aux lectures de biais, au bricolage, etc., permettant à certains auteurs de valoriser, certains auteurs également, de valoriser certains pôles, certains discours plus équivoques, tout en intégrant malgré tout les valeurs hégémoniques que charrie le genre. Vous savez, c'est ces récits qui semblent dire autre chose que ce qu'ils racontent. Si le roman d'aventure reflèterait les représentations collectives, il laisserait ainsi une place aux variations discursives. En réalité, cela viendrait de ce que son unité architectuelle, l'unité architectuelle du genre, serait en partie illusoire. C'est mon hypothèse ici. Il y aurait un effet illusoire de ce caractère monolithique du genre. En effet, un genre peut être décrit comme un paradigme déclinable en un ensemble de séries, sous-séries médiatiques cohérentes. Dans la réalité matérielle du champ culturel, une œuvre est associée à une collection, à une maison d'édition, à des circuits de distribution qui varient considérablement, dont les logiques varient considérablement d'une œuvre à l'autre. Ces spécificités culturelles, médiatiques, sont associées à des pratiques récurrentes qui produisent des effets de cohérence. Ces cohérences ne sont rien d'autre que des unités architectuelles, des unités génériques, auxquelles se réfèrent producteurs et consommateurs des œuvres. Chaque série peut ainsi valoriser plus ou moins
certains des pôles dialogiques que j'ai décrits. Individualisme ou patriotisme, nationalisme ou cosmopolitisme, norme ou transgression, etc. Dans ce cas encore, il y a une unité sérielle à l'aune de laquelle l'œuvre est produite et lue. On écrit aussi pour un support, a fortiori quand il s'agit d'un support populaire, comme par exemple, est-ce qu'il y en a ici? Voilà. Comme par exemple un fascicule de 16 pages. Écrire pour un fascicule de 16 pages, ça n'est pas écrire le même type de roman que d'écrire pour un grand volume. Et puis, fascicule de 16 pages, vendu dans certaines conditions, consommé dans certains contextes, etc. De même, lit-on souvent un livre avec des attentes liées à la collection. Une collection de genres produit des attentes, mais pas les mêmes qu'une autre collection de genres. Et ces attentes liées à la collection peuvent être d'autant plus importantes que parfois le nom de l'auteur ne figure même pas en couverture. Et donc c'est bien la collection qui définit les attentes et non pas l'auteur. Vous voyez qu'ici et là, il n'y a pas de nom d'auteur, et qu'ailleurs, le nom d'auteur étant très petit, et que là, ici, vous la peine le déchiffrer avec la mauvaise qualité. Mais le lecteur sera beaucoup plus sensible au titre et à la reproduction. Dès lors, c'est la collection. Le pacte de lecture est défini par la collection et par le genre. Les effets de cohérence se dessinent et ils affectent les définitions architectuelles du genre. Chaque support, chaque collection, chaque type structuré de communication produit des corpus, l'ensemble du corpus d'une collection, l'ensemble de corpus d'un type de livre, l'ensemble de corpus d'un réseau de distribution et donc d'un mode de consommation du texte. Et ces corpus dessinent des unités architectuelles réinterprétées comme définitions génériques, au point d'influencer la production et la réception des œuvres. Or, chacune de ces sérialités médiatiques correspond à des effets de cohérence générique. C'est ce qui explique peut-être que lorsqu'on lisait des romans d'aventure associés à la Nouvelle Revue Française, on ne parlait peut-être pas du même genre exactement que quand on ne lisait que des petits romans en fascicule. Alors pour comprendre plus concrètement comment se joue ce jeu d'échange et d'opposition entre les sous-séries médiatiques et génériques, on peut étudier plus précisément les logiques propres à chacune de ces séries médiatiques constituant le roman d'aventure dans l'entre-deux-guerres. La première d'entre elles, en nombre du moins, est représentée par les collections populaires. C'est celle-ci. Voilà. Ou très populaires, collections très populaires, éditées par Ferranti, Talandier, Offenstadt, etc. Il s'agit de productions distribuées dans des formats et à travers des réseaux de distribution qui leur sont propres. C'est par exemple pas tellement le réseau des librairies, mais les réseaux de la presse, des merceries, des épiceries, du colportage encore, hein, on pense qu'il n'existe plus souvent dans l'entre-deux-guerres, mais c'est pas vrai du tout, il existe encore beaucoup, etc. La publication se fait dans des formats qui sont standardisés, j'aurais dû en apporter pour que ce soit parlé, avec un nombre fixe de pages par collection, et ces formats sont ceux du petit fascicule de 32 ou 64 pages, parfois 16, mais c'est beaucoup plus rare, ce sont les petits fascicules en haut, hein, 32 ou 64 pages, du grand fascicule de 128 pages, ou du livre généralement de plus de 200 pages. Chez certains éditeurs, comme Talandier et Ferranti, ici vous avez un exemple de production de Ferranti uniquement, là un exemple de production de Talandier, la volonté de dominer le marché conduit à proposer au moins une collection par format, par type de production, type de format qui sont eux-mêmes associés à des réseaux préférentiels. Par exemple, le colportage préféré, semble-t-il, les grands fascicules comme celui-ci. À ce premier processus d'homogénéisation répond un second porté par les mécanismes de la collection. Ce ne sont que des collections. Les œuvres sont toutes publiées dans des collections spécialisées dans un genre, et le titre et l'illustration de couverture disent ce caractère spécialisé. Ces collections insistent donc sur l'unité architectuelle au détriment de la spécificité des auteurs, je l'ai déjà dit. Et je vous redonne quelques exemples de collections sans nom d'auteur. Pour l'anecdote, les éditions modernes qui sont ici, qui sont un éditeur qui a pratiquement disparu aujourd'hui, les deux exemples que j'ai trouvés dans la presse des réseaux de distribution des éditions modernes étaient des exemples tout à fait étonnants, puisque les deux renvoyaient à une distribution qui était probablement de l'écoulement de stock, mais quand même intéressant. Les livres étaient proposés dans des pochettes gratuites. Vous savez, les pochettes surprises, dans des pochettes surprises. Et j'en ai trouvé aussi avec des tampons indiquant que c'était offert pour l'achat de 2 boîtes de cirage. Donc c'était des réseaux de distribution qui sont très différents
des réseaux de distribution traditionnels. En fait, c'était distribué comme aujourd'hui les sucreries, si vous voulez, hein, dans les épiceries, les parents achetaient ça, ou les enfants pouvaient trouver ça très facilement, mais c'est à peine du livre. Mais c'est très, très important en nombre, en quantité. Donc, standardisation du produit, de la maquette, avec un effet de répétition d'un livre à l'autre, d'autant que l'éditeur est généralement récurrent. Tout ça tente à augmenter l'effet d'unité architectuelle, d'unité de la collection, en imposant des effets de discursivité éditoriale. On constate donc l'existence d'un système de publication homogène, voire standardisé, comme en témoignerait par exemple les contrats pré-remplis qui étaient proposés aux auteurs. Cette standardisation facilite les effets de sérialité. C'est d'autant plus vrai que les auteurs sont des spécialistes de ces maisons d'édition et des spécialistes de la littérature de genre. Ils suivent des modèles génériques bien identifiés, ils prétendent toujours renvoyer à Jules Verne. En réalité, leurs référents plus masqués sont plutôt Louis Bousnard ou Paul Bivois. Les noms de ces référents nous indiquent clairement que ces collections se destinent toutes à la jeunesse. Ce ne sont que des collections à destination de la jeunesse. Cette spécificité se ressent dans les œuvres, au moins par leur tendance à évacuer la sensualité. Par leur tendance, je dis, parce que dans certaines collections, les plus populaires à destination de la jeunesse, cette tendance ne se rencontre pas tellement dans les œuvres. Pour le reste, on est surpris par la violence et par le peu de soucis moraux que manifestent les œuvres, contredisant le discours général qu'on entend sur la littérature pour la jeunesse dans l'entre-deux-guerres, qui était une littérature extrêmement moralisée, mais pas dans les collections populaires. En tout cas, pas de la même façon, pas de façon aussi explicite, à travers des discours explicites. Dans l'édition pour la jeunesse, l'articulation de supports, de modes de distribution et d'auteurs spécifiques définit une unité discursive forte, encore accrue par l'importante concurrence régnant dans ce domaine éditorial. Cela se traduit par exemple par une montée en puissance des univers de fiction dont les référents sont essentiellement intertextuels et non pas réels, si vous voulez. Le western, l'Afrique limitée à des jungles et des cannibales, à une époque où les jungles et les cannibales en Afrique ne correspondent plus tellement à la réalité quotidienne, témoignent de ce décrochage du récit par rapport aux référents réels. Tandis que le roman d'aventure était longtemps resté marqué par une volonté descriptive, avec parfois des notes, des explications botaniques et des explications sur les régions lointaines et sur les mœurs des pays lointains, il y a désormais peu de descriptions et les éléments exotiques sont eux-mêmes conventionnels. Quand un héros va en Amérique, il y a de fortes chances qu'il rencontre soit des gangsters, soit des Indiens, et souvent les deux, ce qui montre que Tintin, par exemple, obéissait au même principe. Cette sérialisation se traduit également par une tendance à épouser les deux discours dominants du genre, je l'ai déjà dit, colonialisme, patriotisme, stéréotypes exotiques sont ainsi généralement investis par les auteurs, moins par goût, parce que beaucoup de ces auteurs étaient anticolonialistes par exemple, que par souci de respecter les conventions génériques et les discours dominants, les conventions sérielles des collections. Ils attendent des lecteurs supposés également. Si la sérialisation favorise un principe de répétition et tend à limiter les logiques de renouvellement stylistique ou thématique, les architextes se transforment cependant au fil du temps, mais plutôt au gré des mutations sociales et médiatiques liées à l'actualité. Les auteurs délaissent par exemple les structures du récit de voyage et d'exploration au profit des espaces plus mixtes associés aux nouvelles réalités coloniales, celles de villes déjà implantées avec des colons déjà installés, etc. Les intrigues suivent fréquemment les soubresauts géopolitiques avec un petit retard, mais pas très long, prenant en particulier pour arrière-plan les conflits coloniaux, par exemple, avec un petit retard, vous voyez, la guerre du Rif, retard d'une dizaine d'années. Mais ça n'est pas la guerre du Rif, mais on voit bien que d'un seul coup, après la guerre du Rif, vous allez avoir toute une série de récits du Maghreb en guerre. Paradoxalement, les récits en viennent donc à exprimer, malgré eux, constamment la fragilité des territoires conquis, lors même qu'ils tentent de les légitimer. Ce qui est peut-être un trait caractéristique de cette littérature coloniale populaire. Alors face à ce premier massif textuel, il faut compter un second ensemble, très proche en apparence, mais qui obéit en réalité à un principe qui tient souvent de l'opposition dialogique. Cet ensemble, c'est celui des collections des éditeurs catholiques, comme
collection style, je ne sais pas si ça reste, comme La Bonne Presse, les éditions du Clocher, Tolra, etc. Ça a bougé un petit peu. Alors ces éditeurs proposent des collections dont la présentation est la même que celle des éditeurs populaires, mais en fait c'est une sorte de réaction en proposant une version moralisée du roman d'aventure, réaction aux romans considérés comme racoleurs et immoraux. Ils reformulent souvent le récit en une leçon assumée à travers une morale chrétienne laïcisée. Bref, on tente de combiner l'héritage discursif du roman pour la jeunesse catholique, celui hérité de Nam, et celui des nouvelles collections populaires. La structure des récits en est sous une apparente proximité. La logique des récits en est relativement différente, puisque le récit est tout le temps ressaisi à travers un discours qui apparaît fréquemment, là où il est très peu présent dans les romans populaires, discours national, religieux, parental, moral, qui transparaît dans le système des personnages, présence d'un adulte et d'un enfant, une structure narrative et un travail sur le discours visant en permanence à contrôler le sens. Alors, les éditeurs populaires devaient négocier avec un troisième ensemble d'ouvrages, j'essaie d'avancer un petit peu rapidement, les livres de prix et les livres d'étrenne, tous ces livres qui étaient liés au système éducatif ou au système en tout cas du livre acheté par les parents. Donc un autre réseau de distribution, un autre réseau de communication. Le roman d'aventure, ici, restait une des formes privilégiées. Même si les livres d'étrenne et les livres de prix avaient beaucoup décliné dans l'entre-deux-guerres, ils étaient loin d'avoir disparu et continuaient de marquer de leurs imaginaires le roman d'aventure. Alors, le parangon, la figure prototypique, le modèle prototypique des récits, c'était évidemment Jules Verne, et dans ce cas, la question de la transmission était centrale. Rien de plus naturel, puisque ces récits étaient pris dans une logique de communication qui en expliquait les thèmes et les structures narratives. Comment ces livres étaient-ils achetés? C'était des adultes, soit des parents, soit des institutions scolaires, qui les offraient à des enfants. Donc ils symbolisaient le passage à l'âge adulte, à chaque fois, la transmission d'un âge adulte à un enfant pour permettre à l'enfant de passer à l'âge adulte. Or, quelles étaient les structures de ces récits? C'était des récits qui proposaient des aventures d'un jeune enfant devenant un adulte, finissant par se marier, là où les romans d'aventure populaire proposaient des héros qui étaient presque toujours des adultes. Un jeune enfant, souvent accompagné d'un adulte, ou retrouvant des adultes au terme du récit, et le voyage était la forme privilégiée, là où le roman populaire l'avait abandonné, précisément parce qu'en réalité, la structure du récit proposait, exprimait en quelque sorte le mode de consommation et le mode de communication associé à ces textes. Alors, ces deux ensembles, le roman catholique et le roman scolaire, peuvent sembler peu importants, mais en réalité, ils sont très importants pour comprendre l'écosystème du genre, puisqu'ils correspondent en quelque sorte à la matérialisation textuelle du discours des autorités morales sur la littérature d'aventure. Ils proposent une forme en même temps que les autorités morales tiennent des discours qui condamnent la littérature populaire. Du même coup, les éditions populaires ont en quelque sorte un modèle, le modèle de la littérature catholique ou de la littérature de prix scolaire, éducative. Elles ont un modèle qu'elles vont en permanence singer pour, en quelque sorte, tenter de séduire ou de se concilier les autorités morales. C'est très important puisque un éditeur comme Offenstadt, par exemple, a disparu sous les coups des autorités catholiques. Et donc, on va avoir toute une série de collections qui vont directement imiter des collections plus éducatives. Vous voyez Rouf, et vous voyez donc deux Rouf, et vous voyez les livres roses de la Rousse. On voit bien qu'on est dans une logique d'imitation, une tentative pour se concilier les autorités morales. Et donc, certains éditeurs vont tenter de jouer le jeu du discours moral, en particulier au début et à la fin du livre, et d'autres, en revanche, vont en apparaître relativement indifférents. C'est le cas donc d'Offenstadt qui en mourra, ou alors des éditions
moderne, édition moderne, qui propose des récits dans lesquels qui sont à la limite de la pornographie, enfin de ce qu'on appelait à l'époque de la pornographie, puisque vous allez avoir de l'inceste, du viol, etc., dans les lectures illustrées de la jeunesse. Il y a Nina la pirate, je n'ai pas le temps de raconter l'histoire, c'est une histoire absolument éblouissante d'inceste, de viol, de parricide, etc. Mais ça se passe dans l'Orient lointain, donc c'est autorisé. Où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est que chaque série éditoriale, en produisant ces conditions de consommation, entraîne d'importantes variations définitionnelles qui sont associées à ce contexte. Il n'empêche, comme je viens de le dire très rapidement, qu'il y a négociation entre les formes textuelles produites par les différentes séries génériques, du fait précisément de la proximité formelle et thématique de ces différentes séries. Ainsi, sous la pression du roman d'aventure populaire, devenu le modèle dominant, les livres d'étrennes vont progressivement céder à la séduction du romanesque. Tout comme les romans populaires, je viens de montrer, vont tenter de séduire tenter d'imiter le modèle éducatif. Donc il y a malgré tout échange, mais les modèles dominants restent ceux que je viens de décrire. Je voudrais dire juste un mot rapide de la spécificité des romans d'aventure populaires. Comment expliquer le fait que les romans d'aventure populaires proposent des intrigues violentes, des intrigues transgressives, là où les autres collections pour la jeunesse proposent des récits moralisés? En réalité, il s'agit de récits à 25 centimes, à quelques pièces, qui se vendaient pour quelques pièces, qui se vendaient dans des lieux que fréquentaient les enfants, les kiosques, les épiceries, etc., et qui se prêtaient donc à la chasseuse, ou par le truchement d'un adulte peu regardant. Les livres étaient devant les quand on payait, et donc on pouvait, devant le mot, vous avez compris, et donc ça s'achetait comme une friandise. Dès lors, si vous avez vu Le crime de Monsieur Lange, vous voyez une série d'enfants qui achètent ce type de fascicules, des aventures d'Arizona Bill, et c'est exactement cette époque. Dès lors, les enfants pouvaient se permettre une lecture émancipée du regard surplombant des adultes et de l'institution. Là où on a vu, les autres étaient liés à ce système de distribution institutionnelle. Pouvaient se permettre une lecture buissonnière, en quelque sorte. Cela poussait les éditeurs à leur proposer des récits plus transgressifs, redoublant en quelque sorte l'acte de transgression que représentait la lecture seule de ces fascicules délégitimés, de ces fascicules un peu honteux, par une mise en scène de récits proposant eux-mêmes quelque chose qui était de l'ordre de la transgression. Mais en même temps, les éditeurs devaient se concilier les autorités morales, qui jouissaient d'une forte audience auprès des parents. Aussi en venait-il à reprendre certains des traits définitoires du roman d'aventure catholique et du roman éducatif, tout comme le roman d'aventure catholique et le roman éducatif singeaient un petit peu les romans populaires. Tandis que la cohésion du paradigme culturel soutenant le genre favorisait les échanges entre ces différentes séries architectuelles, les spécificités des logiques de communication propres à chacune de ces séries entraînaient un processus de reconfiguration des définitions selon les logiques communicationnelles propres à chacune des séries. Un exemple simple, c'est celui des ouvrages, des collections, des éditions modernes. Comment procédaient les éditions modernes? Dans le premier paragraphe et le dernier paragraphe, elles proposaient pour les premiers paragraphes très souvent une description, empruntée à quelque encyclopédie, de la région, du climat, etc. Vraiment empruntée. Et dans le dernier paragraphe, une formulation morale, parfois d'une morale extrêmement désinvolte, mais malgré tout une formulation morale. Aux deux seuils de récit. Et le reste de récit proposait toutes les transgressions d'une façon assez indifférente à la morale. Mais ces deux seuils étaient les lieux stratégiques pour eux, parce que c'était les lieux où la communication avec l'adulte pouvait entrer en jeu. Et c'est pourquoi on avait des récits d'une transgression constante, mais malgré tout avec une fin heureuse et relativement moralisée. Dans celui-ci, par exemple, pour le dire très rapidement, il fit, après s'être marié avec la femme, après avoir s'être converti au mahométisme, le héros, qui est un occidental, français je crois, donc au mahométisme, après avoir été enlevé par des pirates, après avoir couché avec la femme
d'un prince qu'il a accueilli et qu'il a adopté comme fils. Il assassine son père, épouse donc la fille, donc sa mère en quelque sorte, et à la fin, tout est bien qui finit, ça finit de façon morale, puisque arrive sa fiancée d'autrefois, et donc il peut répudier la femme avec qui il s'était marié, en découvrant de ce coup que c'était pas très moral ce qu'il avait fait. Et elle fait sauter le fort, et elle meurt en force, ce qui lui permet de découvrir un trésor, et donc de retourner et de racheter sa vie auprès des Occidentaux qui lui pardonnent tout grâce au mérite de l'argent qu'il distribue généreusement. Vous voyez qu'en termes de morale, on est vraiment dans une sorte de prétexte rapide, mais c'est assez intéressant de voir comme finalement les logiques de communication, les logiques de lecture, les logiques de sénégalisation peuvent définir des sous-catégories génériques d'une façon assez intéressante, et ça me paraît important de combiner sérialité éditoriale, sérialité générique et finalement définition architectuelle. Alors s'il existe déjà des tensions définitionnelles au sein des productions romanesques destinées à la jeunesse, on imagine volontiers quelle variation existe. Oh mon Dieu, c'est déjà l'heure de finir. C'est vrai. Je suis loin du compte. Je vais essayer d'accélérer alors. Est-ce que j'ai le droit d'accélérer un petit peu? Un petit peu? Parler un petit peu plus vite? Bon, je vais parler beaucoup plus vite alors. Donc, on connaît la généalogie critique du roman d'aventure français légitimé, dans les collections légitimées. C'est Jacques Rivière en 1913, dans la Nouvelle Revue Française. C'est le Manuel du parfait petit aventurier de Pierre Macorlan en 1920. Et c'est le roman de l'aventure d'Albert Pilaudet en 1922. Alors, tous témoignent d'un intérêt critique pour le genre, mais à chaque fois, je vais aller un petit peu en diagonale, à chaque fois, les auteurs vont se référer à des figures prototypiques. J'insiste toujours sur les figures prototypiques parce que c'est le lien intertextuel qui enracine l'imaginaire architectuel. C'est à travers quelques noms et quelques références qu'en fait on se fait l'imagination du genre. Quels seront leurs prototypes? Stevenson, Conrad et Jack London dans une moindre mesure. Macorlan, si vous connaissez le texte de Macorlan, je passe quelques informations. Si vous connaissez le texte de Macorlan dans le Manuel du parfait petit aventurier, Petit Manuel du parfait aventurier, pardon, ce qu'il dit d'une des grandes références françaises nous dit à quel point il s'agit d'écarter le modèle de la littérature pour la jeunesse. J'avais d'autres exemples, mais je n'aurai pas le temps de les prendre, je les prendrai si vous voulez tout à l'heure pour en reparler. Thibaudet, par exemple, va dire oui, le roman d'aventure c'est un roman pour la jeunesse, mais en fait les Français ne savent pas faire des romans pour la jeunesse d'aventure. Et il va citer Pierre Benoît comme contre-modèle. Donc je passe très rapidement pour souligner que les quelques références françaises sont des références qui visent précisément à éliminer la littérature pour la jeunesse et la littérature populaire. On perçoit néanmoins, et on perçoit un autre exemple sur lequel je passe très rapidement, qui est celui aussi de la littérature reportage, du roman reportage et du roman de voyage, avec quelques noms cités ça et là, de façon beaucoup plus éparse, par exemple John Antoine Lowe, etc., pour fonder ce second modèle. Tout ça pour insister sur le fait que la redéfinition du champ et de l'imaginaire du genre tente à définir un roman d'aventure très différent du roman d'aventure pour la jeunesse. On va convoquer un modèle qui est un modèle associant finalement le romanesque, mais un romanesque anglo-saxon, celui de Stevenson, et un modèle réaliste avec évidemment comme figure centrale Conrad comme juste au milieu entre le romance et le novel, le roman réaliste et le roman imagination. De la même façon, donc si les critiques fonctionnent comme ça, c'est que la posture des auteurs face au genre est tout aussi ambiguë. Le genre se veut, pour ces auteurs, une littérature de confrontation de l'individu avec le monde, de l'expérience du réel, opposée donc à cette littérature patriotique, de cette littérature stéréotypée. Mais en tant que genre sériel, ce genre est aussi une forme conventionnelle, avec ses tics stylistiques, ses scènes à faire et ses scénarios intertextuels. Et donc il y a une contradiction qui explique cette opposition brutale des auteurs par rapport au modèle stéréotypé. Dès lors, les auteurs qui veulent dialoguer avec le roman d'aventure comme genre institué,
ou comme ensemble de valeurs, en viennent à manipuler certains lieux communs du genre pour mieux les retourner, pour mieux les inverser, mais dans une perspective qui tient autant de la distinction que du projet octorial. Bon, je passe sur les exemples de Malraux dans La Voie Royale, de Macorlan jouant avec les stéréotypes de l'aventure, de Monfred et Kessel insistant sur l'expérience, sur l'aventure vécue, etc. Dans tous les cas, la voix de l'auteur s'entend à la rencontre du romanesque et du réel, mais aussi comme dépassement du stéréotype pour l'affirmation d'une subjectivité, d'un individualisme, c'est-à-dire exactement ce qui est raconté dans les romans. Un héros individualiste qui est confronté à la réalité du monde, mais qui le convertit en expérience du romanesque. Donc on voit bien ici aussi que les définitions de la superstructure du roman, des définitions architectuelles du roman d'aventure correspondent exactement aux dynamiques de communication. Alors cette négociation entre sérialisation et singularisation se retrouve chez les écrivains moins légitimés qui participent de ce qu'on a pu appeler la littérature moyenne. Je voudrais en dire un mot parce que je sais que c'était une promesse que j'avais faite de parler de Maurice de Cobra, donc si j'ai encore 5 petites minutes, je voudrais dire un mot de Maurice de Cobra. Avec Maurice de Cobra, je crois qu'on est aussi dans cet exemple, je passe sur Pierre Benoît, mais avec Maurice de Cobra, on est aussi dans cet exemple d'un jeu du romanesque nourri par les sérialités architectuelles et tentant de s'en distinguer par toute une série de stratégies distinctives. Pour ce qui touche à la trame, de Cobra n'hésite pas à exploiter bien des thèmes et des procédés du roman d'aventure, évasion fabuleuse, danger de mort, voyage périlleux, conspiration, machination, des évasions qu'on avait dans presque chaque roman de Cobra. Tous ces éléments reprennent, en tout cas ceux que j'ai lus, des scènes à faire du genre. Mais de Cobra les renouvelle en affichant vraiment un élitisme quelque peu voyant. Le style très affecté, le goût du bon mot, le choix d'un monde comme étant le monde des snobs, tous ces éléments s'inscrivent dans une logique distinctive qui affiche une préciosité, affirmant la littérarité de l'œuvre. Et malgré les critiques dont de Cobra fut l'objet, l'accusation qui est faite régulièrement à d'autres auteurs de decobrisme, voilà, Erlanger, Bedel, de la Cuisse, vient confirmer l'existence d'un style identifiable, d'un style et donc d'une figure octoriale identifiée. Quand bien même, ce style aurait été dénoncé comme clinquant. Et ce même snobisme mis en scène dans l'écriture et les univers de fiction, comme un trait distinctif, entre naturellement en résonance avec l'exotisme de l'aventure. Et ici aussi, les traits du roman d'aventure que propose de Cobra viennent rencontrer sa position dans le champ. On peut donc soupçonner chez lui un désir de concilier la séduction qu'apportent les stéréotypes, séduction qu'a bien repéré Pierre Macorlan. Si le roman d'aventure est un roman stéréotypé, c'est parce que le stéréotype nourrit le plaisir de la lecture, le plaisir du romanesque. Et donc, en même temps, un souci de distinction permettant d'élever l'œuvre. Ce qu'on peut mettre en évidence à travers le vaste prisme des productions littéraires, de Cobra à Malraux, disons, ou du moins des productions se définissant comme telles, c'est le caractère dialogique de la relation de ces productions avec les logiques sérielles dont elles s'inspirent. Dans ce cas encore, il n'y a pas d'hétérogénéité complète entre les séries culturelles, mais un processus d'échange qui ne peut se comprendre que si on met en évidence les rapports d'autonomie relative des séries génériques s'articulant sur plusieurs niveaux. Alors j'aurais voulu vous parler, je passerai plus rapidement, encore plus rapidement, j'aurais voulu vous parler de la façon dont ce modèle littéraire va progressivement pénétrer la littérature populaire, avec l'entrée du cosmopolitisme dans les romans, avec par exemple des auteurs comme Pierre de Mousson ou Jean de Lahire, qui jouent beaucoup sur du sou de Cobra. Je voudrais juste dire un mot d'un auteur qui me est cher parce qu'il est vraiment une des figures qui fait le lien entre les deux espaces, l'espace populaire et l'espace littéraire. C'est André Armandi, que vous ne connaissez probablement pas, qui est pourtant un auteur intéressant. Si vous pouvez lire le texte pendant que je parle, sans écouter ce que je dis, mais plutôt en lisant, c'est plus intéressant, vous verrez qu'il explicite dans le satanique sa position médiane et sa volonté de, à la fois, s'inscrire dans cette série et s'en exclure. Les collections sont des collections qui se définissent comme littéraires, mais comme littéraires de genre. Jules Talandier, pourquoi littéraire? Parce que ce n'est pas les mêmes collections que les collections populaires, toute une série de raisons, et Baudinière, c'est lui qui est dit de Cobra, mais dans une collection, les grands romans d'aventure moderne, collection de genre, qui à ma connaissance n'a connu que ce titre. Et quand
quand Armandy est critiqué, qu'est-ce qui est critiqué chez lui? Il est regrettable vraiment que M. Armandy écrive dans le style bizarre de Voici un échantillon. C'est de Boys, exactement. Donc on est vraiment face à un auteur mixte et un auteur qui va progressivement glisser dans un espace de plus en plus populaire et être assimilé par la littérature populaire. Bon, je vais passer ma dernière partie. Je voudrais dire 2 mots de conclusion. J'ai encore 5 minutes pour faire une conclusion. Oui, c'est vrai. Ce que j'ai voulu proposer dans cette conférence, c'est une description abordant le genre non pas à partir d'une définition transcendante, mais à travers ses manifestations contradictoires dans le champ littéraire, éditorial et discursif. Ce qui apparaît selon moi, c'est combien l'appréhension d'un genre est le résultat de dialogues en tension entre différents discours constitués. Et la position du lecteur dans le champ est une position qui va valoriser tel ou tel discours au détriment de l'autre. Ces discours sont souvent organisés dans le champ culturel en séries cohérentes, produisant des effets d'unité architectuelle qui se font concurrence. Dans le domaine des œuvres sérielles, le rôle des éditeurs, des systèmes de distribution et plus généralement des grands acteurs du champ culturel semble du même coup aussi important que celui des grands écrivains dans la mise en forme des imaginaires et de la communication littéraire. Ces derniers, les grands écrivains, sont surtout ressaisis comme référents prototypiques de certaines des séries médiatiques et leur œuvre est relue dans la perspective de la dynamique sérielle. Les sérialités culturelles et médiatiques délimitent des corpus associés à la collection, au support, au format, etc., qui se traduisent en cohérence discursive auxquelles sont sensibles auteurs et lecteurs. Chacune de ces séries détermine une appréhension spécifique du genre, c'est-à-dire une définition particulière. À son tour, chacune de ces définitions joue un rôle instituant qui conduit les auteurs qui choisissent cette lignée à écrire dans le genre et les lecteurs qui préfèrent, disons, cet ensemble à lire dans le genre, mais dans cette définition particulière du genre. Ces différentes séries génériques et médiatiques étant coexistantes, s'opposent aux autres séries et dialoguent constamment les unes avec les autres. Ces définitions concurrentes dialoguent, se transforment, d'où les contradictions, les variations et le trouble définitionnel du genre. Dès lors, selon moi, on gagne à aborder les genres populaires dans l'hétérogénéité des pratiques. Seule une hétérogénéité historicisée, seule perspective à même d'expliquer le jeu des variations architectuelles et les stratégies d'appropriation qu'il rend possible. Autrement dit, il me semble qu'on comprend mieux la posture singulière des auteurs dialoguant avec le genre en le ressaisissant dans le contexte sériel. Encore faut-il comprendre que ces hétérogénéités, loin d'être anarchiques, sont organisées suivant des ensembles sériels cohérents, produisant des logiques culturelles concurrentes. C'est en tentant de ressaisir ces dynamiques complexes et contradictoires qu'on peut espérer entreapercevoir les ressemblances de familles du genre et véritablement appréhender les pratiques dans le genre. Je vous remercie. J'ai été très bavard. Merci pour cette conférence très riche qui n'était pas l'équivalent d'un petit fascicule, mais d'une collection entière de fascicules. Le débat est ouvert, peut-être juste pour lancer la discussion. J'aimerais bien vous poser une question sur quelque chose qui faisait, à mes yeux, bizarrement défaut dans la présentation de, disons, la logique générique telle qu'on l'a présentée. Et c'était la notion de héros, de personnage clé. Puisque au cinéma, très souvent, au cinéma populaire des premières décennies du XXe, les séries sont organisées autour des héros. Je suppose que la place du héros n'est pas aussi inexistante que ça. Alors, j'en ai parlé ponctuellement pour définir les sous-ensembles. En fait, il y a des variations importantes. C'est justement un des lieux où va se jouer les différences entre chacune des séries. Par exemple, le fait qu'en littérature pour la jeunesse, on dise fréquemment que le héros est un enfant généralement, mais que dans les collections populaires, ce ne soit pas un enfant, me paraît une chose tout à fait significative du mode de lecture d'un livre de jeunesse quand on est un enfant qui achète en contrebande. Pourquoi c'est des super-héros, par exemple, aujourd'hui, les livres achetés enfin, il y a encore quelques années maintenant, ça ne s'achète plus en contrebande, mais dans les années 80, les histoires de super-héros, 70, s'achetaient en contrebande. Pourquoi ce sont des adultes et des surhommes? Parce que je pense que l'achat en contrebande s'inscrit dans cette logique de négociation. Dans la littérature pour éducative, ça va être un enfant qui deviendra un adulte, ou une figure d'adulte pas constituée qui deviendra un adulte âgé.
Dans les collections légitimées, on va rencontrer beaucoup de héros qui sont des héros individualistes qui s'opposent précisément à ces modèles coloniaux. Ce qui est intéressant, c'est que dans les collections populaires, le héros va être un héros qui refusera l'individualisme. Et du même coup, je voulais pas faire une présentation générale de la figure du héros dans mon aventure, j'ai essayé, peut-être j'ai dit un petit peu trop rapidement, ce qui m'intéressait précisément, c'était de montrer qu'en réalité, même si on a une superstructure encore d'accomplissement propre au roman d'aventure, j'ai peut-être j'aurais dû essayer de donner davantage mais ce qui me semblait intéressant, c'est de constater finalement que la figure du héros elle-même, elle est privée et elle correspond à ces modes de consommation et de communication. Alors ça me paraît quelque chose. J'avais pas envie de faire une définition générale du roman d'aventure, mais plutôt justement d'essayer d'aborder ces versions contradictoires. Merci. J'ai une question par rapport à la façon dont les titres des collections déterminent à la fois la façon dont les auteurs vont écrire les romans en question et la réception par les lecteurs. La façon dont vous présentez les choses est très finalement on comprend que c'est comme ça assez déterministe, c'est-à-dire qu'il y a une orientation des deux côtés, production-réception, mais est-ce qu'il y a des cas, c'est une question vraiment de documentation et d'intérêt par rapport à du jeu qu'il pourrait y avoir par rapport à ce déterminisme-là. Est-ce que vous connaissez des cas de figure dans des témoignages de réception? J'imagine que ce qui est le plus disponible, c'est des critiques des livres, de cas où finalement un roman est mal classé dans sa collection. C'est-à-dire qu'un roman finalement a été écrit puis il n'est pas reçu. Et disons qu'il est mal classifié, c'est-à-dire que c'est un roman qui correspond finalement assez mal à la logique globale de la série, de la collection, et à son titre notamment. Alors, parce que ça peut arriver, voilà, on a commandé un roman, on a signé un contrat, puis finalement l'auteur a fait quelque chose qui correspond grosso modo et finalement pas si bien que ça à ce qui était attendu, et bon, il faut le publier parce qu'on a aussi des contraintes temporelles. Bon, je spécule beaucoup là, mais voilà. Alors, il y a plusieurs réponses. La première sur la dernière question que vous avez posée, est-ce qu'il y a un contrat et puis on n'est pas content? Il y a eu moi j'ai trouvé des documents d'éditeurs qui l'indiquaient. Marcel Alain, après avoir fait Fantomas, Marcel Alain s'est vu refuser par Offenstadt toute une série de romans qui ne convenaient pas. Parce qu'ils ne correspondaient pas aux attentes d'Offenstadt, et vous avez une série de lettres qui sont échangées entre les deux. Donc l'éditeur lisait. Ce qui est curieux, puisqu'on sait que parfois l'auteur proposait plusieurs fois au même éditeur le texte et réussissait à le publier plusieurs fois. Donc l'éditeur lisait en général. Il faut pas. Alors, dans les collections très populaires, on a chez Talandier, par exemple, aussi, par exemple, du Walter Scott ou du Fenimore Cooper, qui a priori ne correspondent pas à ces modèles. Mais je pense que l'effet collection est suffisamment solide pour que le lecteur ne soit pas gêné par ça et rapporte l'altérité au même. D'accord? Mais c'est pas la même chose des collections. J'ai pas eu le temps du tout de parler des collections semi-légitimées, qui était mon dernier exemple. C'est toutes ces collections qui font le lien entre le populaire et le légitimé qui sont peut-être les plus intéressantes. Dans ce cas-là, il y a une volonté de produire de l'auteur. C'est pas des figures. Tout n'est pas ramené au même. C'est pas parce qu'il y a un architecte fort qu'il n'y a pas des figures d'auteurs importantes, même dans les collections populaires en réalité. Chaque collection éditoriale a ses auteurs phares. Mais ce sont des auteurs prototypiques qui sont imités par d'autres aussi, parfois, etc. Mais il y a des collections qui visent à ce qu'on achète un livre de la collection, et il y a des collections qui visent à mettre en avant les auteurs. Ces collections-là, qui sont des collections par leur prix, par leur réseau de distribution, etc., semi-légitimées, c'est des exemples anglais parce que je voulais parler d'autre chose, je ne sais pas si j'en ai français, c'est celle-là aussi, sont des collections qui mettent en avant les auteurs davantage. Donc, et qui choisissent des auteurs, etc. Donc, c'est pas toujours pareil. Et quand on met en avant l'auteur, vous allez avoir des variations stylistiques, mais vous allez quand même avoir un effet d'unité architectuelle plus forte dans une orientation. On peut avoir un genre identifiable, le masque, pour le roman policier par exemple, le masque avec le roman énigme et la série noire avec le roman noir criminel. C'est pas pour ça qu'à l'intérieur de chacune des séries, vous n'allez pas avoir des variations entre les auteurs. Et après, est-ce qu'il y a eu des auteurs qui ont été repérés par les lecteurs comme des auteurs divergents? C'était votre dernière question, je crois. C'est-à-dire, du côté du lecteur, est-ce qu'il y a des lecteurs qui se sont plaints en disant « ça ne va pas, c'est pas adapté ». Alors, il y a des critiques qui l'ont dit, pour les collections catholiques,
quand certains livres étaient considérés comme immoraux. Mais les catholiques sont tellement paranoïaques, si vous voulez, que c'est pas étonnant. À cette époque-là, c'est quand même très très étonnant. C'est le moment où ils commencent à accepter le romanesque en réalité. Auparavant, au XIXe siècle, ils l'acceptent depuis les années 1880-1870 même. Même Mann accepte le romanesque, mais il continue à être gêné par la question du romanesque, du plaisir, de la fiction, du plaisir du romanesque. Et donc, ils sont complètement paranoïaques parce que dès que la morale n'est pas explicite, etc., ça pose problème. Je ne sais pas si ça répond. L'exemple de Scott et de Fenimore dont vous parlez, en quelle traduction est-ce que ces textes paraissent? Est-ce que c'est des versions réécrites? Je ne sais plus que ces textes puissent mieux entrer dans ces logiques de réflexion. Je ne sais plus pour Scott et Fenimore Cooper. Je sais qu'il y avait un Rider Haggard, par exemple, qui a été retraduit. Et curieusement, probablement parce que la version Hachette était trop courte, non, c'est pas les Mines du Roi Salomon. Et curieusement, c'est l'Écuyer qui a retraduit après. Et curieusement, comme c'était trop court, il a traduit les parties qu'Hachette avait coupées, ce qui est pas mal, finalement. Mais est-ce que c'était retravaillé? Je sais que c'était fait pour les auteurs français. Par exemple, quand Bousnard était réédité dans l'entre-deux-guerres, il coupait tout ce qui était scientifique, savoir scientifique, description. Toute la description était coupée parce que c'était considéré comme plus plaisant, c'était plus le modèle recherché par les lecteurs populaires. Donc ça irait dans le sens de ce que vous dites. En revanche, pour Cooper et Scott, j'ai pas vérifié. Franchement, je ne sais pas. Juste pour l'anecdote, est-ce que vous pourriez quand même nous dire 2-3 mots sur la façon dont on a traduit Karl May en français? Bah alors, ça m'a toujours beaucoup frappé. C'est une histoire longue, parce que d'abord c'est Mann qui l'a traduit. Parce que ici en France, Karl May est l'équivalent de Jules Verne. Et bien alors, en France, à l'origine, c'est Mann qui traduit Karl May, parce qu'ils veulent justement lutter contre le modèle des éditeurs laïcs, et donc ils veulent trouver un Jules Verne catholique. Et donc ils traduisent Karl May en tant que Jules Verne catholique. Et alors, dans l'entre-deux-guerres, Karl May va poser problème, parce qu'il est quelque peu germanique, et donc il va être, par exemple, publié par Offenstadt sous pseudonyme, sous un pseudonyme, je ne me souviens plus, Alérac, je crois. Donc Alérac, chez Offenstadt, c'est du Karl May et des auteurs qu'on peut plus sont représentables. Voilà, et puis parfois il parle aussi sous le nom de Charles, mais peut-être plus acceptable que Karl May. C'est amusant parce que Mann publiait deux auteurs catholiques qui pouvaient résister au modèle, deux auteurs de romans d'aventure catholiques, Karl May et Man Ray, parce que Man Ray était irlandais, sauf que c'était malheureusement un irlandais protestant, et donc ça n'allait pas du tout, et du coup il devait couper à l'intérieur, mais je pense que c'était un problème du fond. La dernière question, à moins que quelqu'un d'autre vous poser de... Oui. Vous avez parlé de la figure prototype et des personnages archétypes. Et j'avais juste une petite question liée à la réception du roman d'aventure. Supposons que je sois un lecteur des années 1800. Quelles seraient mes exigences de roman d'aventure et de quelle façon l'auteur pourrait répondre à cette exigence ou bien me frustrer par son écriture? Alors, la question du prototype elle est très importante. J'ai emprunté ça de façon assez libre à la théorie du prototype face à un concept. Généralement, dans un concept qui renvoie à toute une série d'objets, il y a des éléments qui sont plus prototypiques. C'est là que la théorie du prototype dit, par exemple, une autruche, c'est moins un oiseau qu'un moineau. Ça a été très critiqué depuis, mais en fait, pour les genres, je trouve que ça marche. Parce que face à un genre, c'est vrai que dans une série, que ce soit le genre dans sa totalité ou dans une collection, on va considérer qu'un auteur est plus dans le genre ou pas. Et donc c'est très intéressant pour comprendre comment fonctionne le genre que de passer comme ça par des auteurs prototypiques. Donc dans les collections, en effet, il y a toujours un ou deux auteurs prototypiques et il y a généralement deux systèmes prototypiques, l'auteur dans la collection ou dans la collection qui fonctionne vraiment comme auteur récurrent qui revient souvent, qui n'est pas toujours un très bon auteur, et puis il y a un auteur historique, un ou deux auteurs historiques auxquels on se réfère, manifestement dans les publicités et ailleurs. Et donc c'est comme ça que ça se structure. Alors maintenant, comment est-ce qu'on lit un roman d'aventure? À l'époque, précisément, je pense qu'on ne le lit pas de la même façon dans une collection ou l'autre. Alors évidemment, il y a des lecteurs divergents. Les surréalistes ont lu autrement la littérature populaire que les jeunes lecteurs. Mais
il y a quand même un horizon d'attente et un mode de lecture qui est associé à ces différents espaces culturels. Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre histoire littéraire a elle-même valorisé des modèles prototypiques qui font que finalement, on ne sait pas qu'en littérature pour la jeunesse dans l'entre-deux-guerres, il y avait des récits violents, des récits avec de la sexualité, on ne le dit pas et on ne sait pas, on l'ignore. On ne sait pas non plus que... et donc, nos modèles sont aussi reconstruits. Et à l'époque, finalement, je pense qu'il y avait plusieurs modèles concurrents qui dialoguaient entre eux, et des auteurs qui faisaient un petit peu le lien. Il y a des auteurs qui passent d'une collection à l'autre, et il y a des auteurs qui ne passent pas d'une collection à l'autre. C'est un petit peu compliqué. Je pense que certaines collections sont plus des collections à attente sérielle, et d'autres collections jouent à la fois sur l'attente sérielle et sur l'attente, disons, distinctive, avec un auteur plus spécifique. Dans ce cas-là, il ne nous reste plus qu'à vous remercier une fois de plus